A cerut-o soție prin scrisori, dar toate fugeau când vedeau unde locuia, până când una a rămas. Le jour s'était levé lentement sur le 7e arrondissement de Paris, avec ses façades haussmanniennes baignées d'une lumière dorée. Au coin de la rue Saint-Dominique, entre le murmure des feuilles et le grondement discret des voitures, la grande maison Leclerc se dressait, imposante, avec ses balcons de fer forgé et ses fenêtres immaculées. À l'intérieur, le silence n'était rompu que par les pas mesurés d'une femme que personne ne remarquait jamais. Claire Dubois, 38 ans, était déjà là depuis 6 heures du matin, toujours ponctuelle, toujours discrète. Habillée d'une tenue modeste, les cheveux attachés avec soin, elle se déplaçait comme une ombre entre les pièces du rez-de-chaussée, nettoyant sans bruit, remettant chaque chose à sa place, sans jamais déranger l'ordre fastidieux imposé par ses employeurs. Depuis plus de 2 ans, elle travaillait ici. Les Leclerc étaient riches, trop riches pour se soucier de ceux qui leur servèrent le café ou balayaient derrière eux. Armand Leclerc, le maître des lieux, était un homme au charisme glacé et au regard tranchant. Entrepreneur renommé dans le domaine de l'événementiel de luxe, il organisait dans son salon des réceptions aussi tapageuses que dénuées d'âme. La maison n'était pas un foyer, c'était une vitrine. Claire n'en faisait pas partie. Elle était là mais invisible. Pourtant, derrière ces gestes automatiques, quelque chose vibrait. Un secret petit mais incandescent. Lorsque minuit tombait et que la dernière lumière s'éteignait dans la maison, Claire restait. Elle attendait que le silence soit total, que les rideaux soient tirés, que les derniers échos de voix s'évanouissent dans le bois ciré du grand escalier. Alors, elle entrait dans le salon principal. Là, dans un coin presque décoratif, trônait un magnifique piano à queue noire, Steinway & Sons, jamais utilisé. Armand le gardait pour l'apparence, disait-il. Mais pour Claire, ce piano représentait quelque chose d'autre. Un souvenir, une blessure ancienne, un rêve oublié. Quand elle était enfant, elle avait appris à jouer dans une école de quartier, encouragée par une mère mélomane mais modeste. Claire montrait un talent rare, une sensibilité qui dépassait son âge. Mais la vie avait frappé fort, trop tôt. La maladie de son père, la perte de leur logement et l'obligation de travailler jeune pour aider. Les rêves de conservatoire s'étaient effacés sous les chiffons et les heures supplémentaires. Mais le piano n'était jamais mort en elle. Chaque nuit, seule dans le salon endormie, elle s'asseyait. Ses doigts hésitaient d'abord, puis glissaient, sûrs d'eux, sur les touches ivoires. Elle ne jouait pas de partition. Elle jouait de mémoire, de cœur. Ces mélodies venaient d'un endroit silencieux, enfoui, que seule la musique pouvait atteindre. C'était son monde secret, son seul espace à elle. Personne ne savait. Les autres employés partaient plus tôt. Les caméras de surveillance du salon étaient désactivées à certaines heures. Une faille que Claire avait repérée sans jamais le dire. Elle se contentait d'exister, là, entre les ombres, entre les notes. Juste 1 heure, parfois moins. Puis elle s'effaçait à nouveau, reprenant son rôle de femme de ménage, invisible aux yeux de tous. Mais ce soir-là, quelque chose changea. La maison brillait de 1000 feux. Armand préparait une réception plus grandiose que d'habitude. Des politiciens, des stars de télévision, des chefs d'entreprise internationaux étaient attendus. Claire, comme toujours, nettoyait les salons, arrangeait les fleurs, vérifiait les verres de cristal. Personne ne lui adressa un mot, mais elle entendit. 2 cuisiniers, en plein bavardage, évoquaient un miracle nocturne. L'un d'eux jurait avoir entendu du piano vers 1 heure du matin. L'autre plaisantait, parlant d'un fantôme mélomane. Il riait. Claire, les joues rouges, s'éloigna. Elle pensait être prudente. Elle pensait que personne ne l'avait jamais entendue. Elle avait tort. Plus tard dans la soirée, alors que les invités envahissaient la maison, elle continuait de se faire petite. Passant d'une pièce à l'autre, ramassant les verres oubliés, elle croisa les regards vides des serveurs, les ordres secs du majordome. Tout était comme d'habitude. Et pourtant, une tension flottait. Il se passait quelque chose. Elle le sentait. Dans le salon, les convives riaient fort. La musique d'ambiance tournait en boucle. Armand, déjà un peu éméché, traversait la foule, saluait, critiquait, posait pour des photos. Mais dans un coin, un murmure persistait. Un chuchotement entre domestiques. Une rumeur. La femme de ménage qui joue du piano. Claire sentit son estomac se nouer. Elle se retourna, mais il était trop tard.
Armand Leclerc, debout au centre du salon, leva son verre à moitié vide, le regard brillant d'arrogance. « Mesdames et messieurs, il paraît que nous avons ici une virtuose incognito, une certaine Claire, notre perle du chiffon, qui, dit-on, joue mieux que nos musiciens invités. » Des rires éclatèrent. Claire sentit ses jambes trembler. Les regards se tournèrent vers elle. « Viens donc, Claire, montre-nous ton art, ne sois pas timide. » Elle resta figée, la gorge sèche. Tous les yeux étaient braqués sur elle. Et cette nuit-là, contre sa volonté, Claire Dubois fut tirée hors de l'ombre. La fête battait son plein dans les couloirs étincelants du manoir Leclerc. Des lustres immenses, pendus à des plafonds ornés de fresques restaurées, projetaient une lumière dorée sur les invités vêtus de tenues de créateurs. Le parquet brillait sous les semelles cirées. Les verres en cristal teintaient dans l'air chargé de conversations creuses et de flatteries intéressées. On parlait affaires, politique, mode et scandales parisiens comme on commente la météo, avec détachement et gourmandise. Armand Leclerc se tenait au cœur de cette agitation. Maître de la soirée, vêtu d'un costume sur mesure italien, une coupe de champagne toujours à la main. Il saluait ses invités avec ce sourire figé qui n'atteignait jamais ses yeux. Derrière lui, une musique d'ambiance flottait, légère, impersonnelle. Un quatuor discret jouait en fond, relégué à un coin du grand salon pour ne pas couvrir les bavardages des élites présentes. Claire, elle, s'activait à la lisière de ce monde. Un plateau vide dans les mains. Elle passait de table en table pour ramasser les restes de petits fours, éviter les verres abandonnés, replacer les coussins d'un canapé froissé par trop de postérieurs indifférents. Elle évitait soigneusement les regards, les frôlements, les commentaires des convives qui, parfois, lâchaient une remarque sur le personnel, comme on parle d'un décor. Elle existait sans peser, comme elle avait toujours appris à faire. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé. Les mots échappés des cuisines plus tôt dans la journée, ceux qui parlèrent de sa musique, s'étaient propagés au-delà des murs du service. Peut-être un majordome trop bavard ou une femme de chambre désireuse de faire la maligne. Toujours est-il que la rumeur avait franchi la ligne invisible qui séparait les employés des maîtres. Et dans une soirée où le vin coulait à flots, où les égos s'étiraient à l'excès, elle ne pouvait plus passer inaperçue. Ce fut un influenceur, la trentaine arrogante, cigarette électronique à la main, qui lança le sujet près du buffet. « J'ai entendu dire que la femme de ménage ici est une sorte de prodige caché. Elle jouerait du piano la nuit, seule. Genre un truc mystique à la Amélie Poulain. » Des rires fusèrent. Une mondaine au collier ridiculement gros ajouta « Vous plaisantez? J'adore ce genre d'histoire. Il faut qu'on la voie. » Ça, comme si tout avait été orchestré pour ce moment, Armand, qui rôdait dans les parages, saisit l'occasion. Il s'avança, légèrement titubant, le sourire plus cruel que charmant. « Mes amis, quelle coïncidence. Notre mystérieuse virtuose est justement ici ce soir. Claire, chère Claire. » Les regards se tournèrent tous en même temps. Claire, qui venait de déposer un plateau vide sur un guéridon, sentit le sol se dérober sous elle. Elle resta figée, sans comprendre tout à fait ce qui se jouait, alors qu'Armand tendait le bras vers elle comme un maître de cérémonie annonçant un numéro de cirque. « Allons, approche. Ne fais pas l'ingénu. Tu n'as pas peur d'un petit public, n'est-ce pas? Après tout, tu joues déjà en cachette. » Les rires, d'abord légers, devinrent moqueurs. Une chaleur lui monta au visage. Ses mains devenaient moites, son souffle court. Elle aurait voulu disparaître, s'enfoncer dans le plancher et se dissoudre. Mais il n'y avait pas d'issue. Armand, en bon manipulateur, avait bloqué toute retraite. « Mais, monsieur Leclerc, je... » « Allez, Claire, un petit morceau. Pour le plaisir de tous. Voilà le piano, tu le connais mieux que personne, n'est-ce pas ?» Il venait de désigner le Steinway, trônant dans un coin du salon, éclairé à présent par un projecteur que l'un des techniciens avait activé, croyant sans doute participer à un divertissement légitime. Des téléphones se levèrent déjà. Certains filmaient en riant. D'autres, plus curieux, attendèrent de voir si cette scène allait tourner à la farce ou à l'exploit. Claire avança d'un pas, puis s'arrêta. Le silence se faisait autour d'elle. Même les musiciens de fond s'étaient tus. Tout le monde attendait, suspendu à son humiliation ou à sa révélation. « Je n'ai rien préparé, je ne joue pas pour les gens. Ce n'est pas mon rôle, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Armand éclata de rire, un rire sec, tranchant. « Et depuis quand la discrétion empêche le talent de s'exprimer ?»
Si tu es si doué, tu devrais être ravi de nous montrer ce que tu vaux, non? Ce n'était pas une demande, c'était un ordre, déguisé en invitation. Un piège tendu sous les rires polis d'un public qui cherchait une distraction nouvelle, un spectacle inattendu à raconter le lendemain. Les secondes passaient, longues, oppressantes. Claire baissa la tête. Elle se sentait nue au milieu d'une scène qu'elle n'avait jamais voulu fouler. Mais si elle fuyait, ce serait l'humiliation totale. Si elle restait, elle entrait dans leur jeu. Il n'y avait pas de bon choix. Ses jambes bougèrent d'elles-mêmes. Elle traversa lentement le salon, les yeux fixés sur le sol. Elle sentait les regards glisser sur sa nuque, sur ses vêtements simples, sur ses chaussures usées. Arrivée devant le piano, elle posa une main sur le bois noir, reconnaissant sa texture familière. Elle inspira, puis elle s'assit. Le silence devint total. Ses mains tremblaient. Elle ne savait même pas ce qu'elle allait jouer. Rien n'était planifié. Elle entendait encore les chuchotements derrière elle, les soupirs, les petits rires. Elle ferma les yeux et toucha la première note. Le son résonna pur, vibrant, profond, une note tenue avec justesse, sans hésitation, puis une deuxième, puis une envolée. Ses doigts, lentement, se mirent à glisser sur le clavier, retrouvant leur marque comme si le corps se souvenait mieux que la pensée. Elle ne jouait pas un morceau connu, elle ne reprenait pas un classique. Ce qu'elle faisait, c'était une improvisation, un fil de souvenirs, de douleurs muettes et de joies anciennes. Une musique construite avec les fragments d'une vie de silence. L'effet fut immédiat, les bavardages cessèrent, les rires moururent, même les plus sceptiques s'étaient tus. Il n'y avait plus que la musique. Quelque chose dans cette façon de jouer, dans cette vérité nue qui sortait du piano, forçait le respect, captait l'attention. Armand, debout près du buffet, fronça les sourcils. Il ne souriait plus. Son verre penchait dans sa main, oublié. Cette femme qu'il avait voulu exposer au ridicule devenait soudain l'âme de la soirée. Et quelque part, au fond de la pièce, un homme observa Claire avec une intensité différente. Ses yeux suivaient chaque mouvement de ses doigts. Ce n'était pas de la curiosité mondaine, ni une surprise passagère. C'était autre chose. Quelque chose venait de s'ouvrir, là, sous les yeux de tous. Mais pour Claire, les yeux toujours fermés, il n'y avait plus de salon, plus d'invités, plus de maître arrogant. Il n'y avait que le piano, et cette musique qu'elle refusait depuis trop longtemps. Lorsqu'elle jouait, elle redevenait elle-même, sans honte, sans peur. Mais ce soir-là, elle avait été entendue, et plus rien ne serait comme avant. Dès les premières mesures, une onde invisible traversa la pièce. Les rires s'étaient tus, comme si une main silencieuse avait étouffé l'ambiance mondaine d'un seul geste. Les conversations se figèrent, les verres suspendus à mi-hauteur, les têtes se tournèrent vers le piano. Le son que Claire faisait naître n'avait rien d'une démonstration technique ou d'un simple passe-temps. C'était brut, vivant, imprévu. Les notes n'étaient pas seulement jouées, elles semblaient extraites d'un puits profond, projetées dans l'air avec une précision désarmante. Chaque accord résonnait dans les murs, frappait les vitres, se glissait dans les fibres du bois, s'imprimait sur les visages. Dans cette salle remplie de gens habitués à tout voir, à tout entendre, quelque chose s'était déplacé. Ce n'était pas un effet dramatique, ce n'était pas du mystère ni un charme étrange. C'était simplement de la musique, mais une musique qui ne cherchait ni approbation ni performance. Une musique qui disait la vérité, sans détour. Claire, les yeux clos, dos droit, main ferme, n'essayait pas d'impressionner. Elle racontait une histoire qui n'avait besoin d'aucune introduction. Armand, debout non loin, observait la scène sans comprendre ce qu'il voyait. Il avait espéré une farce, une tension dramatique suivie d'un échec embarrassant. Il avait voulu donner à ses invités une anecdote à raconter. La femme de ménage humiliée au piano. Mais ce qu'il voyait, c'était autre chose. Une femme invisible, ordinaire, subitement devenue centre d'attention non par accident, mais par mérite. Un silence presque sacré s'était emparé du salon. Personne ne filmait plus. Les téléphones, un instant levés, avaient été abaissés, sans qu'aucun mot ne soit échangé. Il n'y avait plus de regard moqueur, plus de sourire en coin. Il n'y avait que Claire et sa musique. Même les musiciens de fond, installés un peu plus tôt par contrat, se regardaient, interdits. L'un d'eux, violoniste au visage fatigué, chuchota à son collègue que cette femme n'était pas une amatrice. Elle jouait comme quelqu'un qui avait souffert, mais qui n'avait jamais abandonné. Une technicienne du son, postée près d'un haut-parleur,
resta immobile. Elle aussi avait compris que quelque chose d'unique était en train de se passer. Parmi les invités, certains cherchaient à mettre un nom sur cette sensation. Ce n'était pas simplement beau, c'était nécessaire. Cela ne flattait pas les oreilles, cela les réveillait. Ce n'était pas de la musique d'agrément, mais de confrontation. Une femme à la peau marquée, assise dans un fauteuil en velours, se surprit à essuyer une larme qu'elle ne comprenait pas. Un homme d'affaires, connu pour son cynisme, murmura qu'il n'avait pas entendu pareille intensité depuis des années. Et, au fond de la pièce, un visage se durcit. Marc Lemoine, le producteur musical au regard vif, n'était pas là par hasard. Il n'avait pas été invité pour la beauté des chandeliers, ni pour la coupe de champagne gratuite. Il était venu comme souvent par curiosité. On lui avait dit qu'Armand Leclerc réunissait un réseau d'influence intéressant, et peut-être une ou deux jeunes promesses musicales dans l'Assemblée. Il n'attendait rien de particulier, mais maintenant, debout derrière un groupe de diplomates en costume sombre, il écoutait sans bouger. Chaque note le ramenait à une époque où la musique ne se vendait pas par image ou par nombre de vues, mais par intégrité. Il connaissait cette façon de jouer. Il en reconnaissait l'origine, pas dans le style, mais dans l'instinct. Claire n'avait pas étudié les grandes partitions dans un conservatoire, c'était évident. Elle n'avait pas appris dans les livres, ni dans les académies. Mais elle avait cette rareté, une écoute intérieure, une discipline organique. Elle ne reproduisait pas, elle transformait. Ce qu'elle offrait ce soir-là n'était pas une interprétation, c'était une création sur le vif. Quand elle termina, personne n'applaudit immédiatement. Il fallut quelques secondes, longues comme une respiration retenue, pour que les premiers sons de mains frappant se fassent entendre. Puis, lentement, l'ovation monta, sincère, pas tonitruante mais dense, pas une explosion de joie forcée, mais un élan de reconnaissance inattendu. Claire, surprise, rouvrit les yeux, déstabilisée. Elle ne savait pas où poser son regard. Elle vit des gens debout, d'autres encore assis, les visages figés par ce qu'ils venaient de recevoir. Elle se leva doucement, puis fit un pas en arrière, presque par réflexe. Elle voulait partir, quitter la scène, retrouver le couloir, l'ombre, le silence. Mais un homme la retint, par la parole, pas par le geste. « Vous ne pouvez pas disparaître maintenant. » La voix venait de Marc qui s'était avancé d'un pas, sans élever le ton. Il parlait comme s'il s'adressait à une collègue, pas à une femme de ménage ou à une étrangère. Claire le regarda, interdite, puis baissa les yeux. Elle ne répondit pas. Elle tourna les talons et quitta le salon d'un pas rapide, sans attendre. Les applaudissements continuaient encore, mais elle les fuyait comme une brûlure. Derrière elle, la fête avait changé de visage. Ce n'était plus une réunion de notables, mais une soirée marquée par un événement. Armand, furieux mais impuissant, voyait ses invités ne parler que d'elle. Il tentait de reprendre le contrôle, proposait une nouvelle bouteille, appelait les musiciens à jouer quelque chose de léger. Mais personne n'écoutait plus. Les conversations, désormais, tournaient autour de la mystérieuse pianiste. Une jeune influenceuse écrivait déjà une publication, « La musique la plus bouleversante que j'ai entendue » et elle venait d'une femme de ménage. Un diplomate cherchait son nom. Une galeriste murmurait à son mari qu'il fallait absolument la retrouver. Dans le couloir, Claire s'était réfugiée dans la buanderie. Assise sur une caisse, elle respirait difficilement. Elle tremblait encore, mais ce n'était plus de peur. C'était d'excès. Trop de tension, trop de choses retenues pendant trop longtemps. Elle pensait avoir gardé son secret pour toujours. Elle pensait qu'en jouant seule, elle se protégeait du monde. Mais cette nuit avait tout changé. Elle avait été vue, entendue, reconnaissable. Et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Quand Claire quitta le salon et disparut dans les couloirs du manoir, les conversations reprirent avec un ton tout autre. Le centre de la fête s'était déplacé sans prévenir. Ce qui devait être une soirée de prestige, destinée à renforcer les réseaux d'Armand Leclerc, s'était transformé en un débat feutré autour d'un nom que personne ne connaissait encore, mais que tous voulaient retenir. Une femme de ménage, apparemment sans passé musical officiel, venait d'imposer une présence que nul n'attendait. Et au milieu de cette redéfinition silencieuse des priorités de la soirée, un homme avançait, plus calme que les autres, plus déterminé aussi. Marc Lemoine était l'un de ces professionnels que l'on reconnaît à leur discrétion. Sa réputation dans l'industrie musicale n'était pas fondée sur des coups de communication ou des querelles d'agents. Il avait le don rare de percevoir
dans le chaos ou la banalité, ce que d'autres ignoraient. Il n'était pas là pour se divertir. Il venait toujours aux réceptions d'Armand avec méfiance, conscient du décor plus que du contenu. Pourtant, cette fois, il avait vu quelque chose qui le forçait à sortir de l'ombre. Il se renseigna d'abord auprès d'un serveur, sans insistance, mais avec précision. Le jeune homme, surpris qu'un invité de cette stature s'intéresse à une employée, lui répondit avec prudence. Oui, elle s'appelait Claire. Elle travaillait ici depuis plus de 2 ans. Non, elle ne parlait presque jamais de sa vie personnelle. Non, personne ne savait qu'elle jouait du piano, à part quelques collègues, peut-être. Mais lui-même ne l'avait jamais entendu. Marc remercia d'un signe de tête. Il ne fit pas de commentaire, ne laissa rien paraître. Il retourna dans un coin du salon, s'éloigna des bavardages. Il prenait le temps d'organiser ses pensées. Quelque chose en clair lui rappelait les débuts d'artistes qu'il avait découverts par accident, dans des lieux improbables. Mais il y avait une différence. La plupart des talents bruts qu'il avait croisés aspiraient à la scène. Claire, elle, semblait vouloir s'en éloigner. Cela rendait son expression musicale encore plus singulière. Pendant ce temps, Armand essayait de regagner la faveur de ses invités. Il parlait fort, lançait des piques ironiques, faisait circuler une nouvelle bouteille de vin coûteux. Mais personne n'était dupe. Même ceux qui souriaient par politesse avaient la tête ailleurs. La musique de Claire, toujours suspendue dans les esprits, avait laissé une empreinte indélébile. Certains cherchaient déjà son nom sur Internet, pensant qu'elle devait être connue sous un pseudonyme. D'autres pariaient qu'un producteur allait s'en emparer d'ici la fin de la semaine. Armand remarqua très vite que Marc s'était renseigné. Il connaissait bien ce type de mouvement. Le regard qui évalue, la démarche qui contourne la foule, les mots choisis pour obtenir une information sans soulever de méfiance. Il s'approcha donc de Marc, comme s'ils étaient de vieux amis, avec cette fausse chaleur que le producteur connaissait trop bien. Alors, Marc, impressionné? Marc répondit simplement, sans détour. Je ne m'attendais pas à ça. Personne ne s'y attendait, je suppose. Une surprise, en effet. Tu sais comment c'est? On a des perles sous les yeux et on les découvre par accident. Il rit un peu trop fort. Marc ne réagit pas. Armand, percevant le silence comme une menace, poursuivit. Je me disais, peut-être qu'on pourrait en faire quelque chose. Je veux dire, elle travaille ici, je pourrais l'encadrer, la protéger. Ce genre de talent mérite un cadre, tu ne crois pas? Marc le regarda, puis tourna les yeux vers la porte par laquelle Claire était partie. Protéger ou contrôler, Armand? L'homme d'affaires feignit l'amusement, mais ses mâchoires se serrèrent imperceptiblement. Il n'aimait pas qu'on lise ses intentions, encore moins qu'on les nomme. Marc savait ce qu'il faisait. Il marquait son territoire sans hausser le ton. Armand, pour la première fois ce soir-là, sentit que la situation lui échappait. Pendant ce temps, Claire, restée cachée dans la buanderie, reprenait peu à peu son souffle. Elle avait entendu les applaudissements, senti l'écho de sa propre musique dans les murs, mais elle n'en tirait aucun plaisir. Elle se sentait envahie, comme si on avait ouvert un coffre privé en public. Ce n'était pas de la reconnaissance qu'elle recherchait, mais un espace pour exister. Et maintenant, tout cela risquait de disparaître. Elle n'entendit pas les pas approcher. Ce n'est que lorsqu'on frappa doucement à la porte qu'elle sursauta. Claire? La voix était douce, masculine, mais étrangère. Elle hésita à répondre. « Je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Marc Lemoine. Je vous ai écouté jouer. Je voulais juste vous dire merci. » Elle resta silencieuse. « Je ne vous demanderai rien, je ne suis pas là pour ça. Juste, si un jour vous voulez parler de musique, de votre parcours, de ce que vous jouez, je vous laisse ma carte. » Un léger glissement sur le sol, puis plus rien. Quand elle ouvrit la porte quelques minutes plus tard, il n'y avait plus personne. Juste une carte de visite blanche posée sur le carrelage. Dessus, un nom, un numéro, une adresse. Rien d'autre. Pas de promesse, pas d'offre, pas d'invitation masquée. Claire la prit et la glissa dans sa poche sans y penser. Mais dans le grand salon, la mécanique du pouvoir reprenait ses droits. Armand fulminait intérieurement. Ce n'était pas simplement l'attention que Claire avait attirée. C'était le fait qu'elle l'avait fait sans son autorisation. Elle avait modifié l'ordre établi. Et maintenant que Marc s'y intéressait, cela devenait une menace réelle. Armand avait bâti sa réputation sur le contrôle. Rien ne devait lui échapper. Encore moins une employée qui n'avait jamais demandé plus que le salaire minimum et l'oubli des autres. Dans son esprit, une idée prenait déjà forme. Claire ne devait pas partir.
Elle ne devait pas appartenir à un autre. Si elle avait du talent, alors ce talent devait être lié à son nom, à sa maison. Il était le premier à l'avoir mise sur scène, après tout. Il fallait qu'il reprenne l'avantage. La fête s'acheva tard. Les derniers invités partirent avec des commentaires étonnés, parfois admiratifs, toujours centrés sur Claire. Elle ne reparut pas. Marc, lui, quitta les lieux sans dire un mot de plus. Il savait que ce genre de moment devait mûrir. Il ne fallait pas forcer. Le plus important avait déjà eu lieu. Elle avait été révélée. Ce que personne ne savait encore, c'est que le lendemain, une nouvelle bataille allait commencer. Et Claire, sans le vouloir, s'y trouverait au centre. Le jour suivant ne tarda pas à révéler les premières de conséquences de la soirée. Paris s'éveillait lentement. Les journaux du matin n'avaient encore rien écrit, mais la rumeur déjà circulait dans certains cercles. Des messages circulaient entre invités. Quelques extraits vidéo mal cadrés avaient été envoyés à des contacts privés, pas encore publiés mais prêts à l'être. Les mots « femme de ménage » et « génie au piano » apparaissaient côte à côte, avec cette fascination que les milieux fermés réservent aux récits d'exception surgis du bas. Pour beaucoup, il s'agissait encore d'une anecdote. Pour d'autres, une découverte à suivre de près. Mais pour Armand Leclerc, c'était devenu un problème. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Allongé dans son lit, les bras croisés derrière la tête, il revivait la scène du salon en boucle. Le visage de Claire, les yeux clos, les mains sur le clavier, les regards fascinés de ses invités, le silence imposant qui avait précédé l'explosion d'applaudissements. Il n'arrivait pas à l'accepter. Ce qu'il avait voulu tourner en ridicule s'était retourné contre lui. Et pire encore, cette femme qu'il avait toujours ignorée, cet employé qu'il n'aurait pas reconnu dans la rue, était en train de devenir quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Dès 7 heures, il convoqua son assistante. La consigne était claire, faire venir Claire dans son bureau au plus vite. Pas d'explication donnée. La jeune assistante, surprise mais obéissante, passa le message au majordome qui lui-même demanda à Claire, dès son arrivée au manoir, de se rendre dans le bureau du maître. Elle tenta de dissimuler son trouble, mais ses mains trahissaient une légère nervosité. Elle s'y rendit pourtant sans résistance. Le bureau d'Armand était vaste, aux murs couverts de boiseries sombres et de livres anciens rarement consultés. Une grande baie vitrée donnait sur le jardin arrière, mais les rideaux étaient tirés, rendant l'atmosphère plus pesante qu'à l'habitude. Armand l'attendait debout, appuyé contre le coin de son bureau. Il ne proposa pas de siège. Claire. Elle acquiesça d'un signe discret, main jointe devant elle, regard baissé. « Je dois dire que tu m'as surpris hier soir. Personne ne s'attendait à ça. » Il fit une pause, cherchant ses mots avec un soin fin. « J'ai réfléchi toute la nuit, et je crois qu'on pourrait faire quelque chose de grand, toi et moi. » Claire releva lentement la tête, sans répondre. « Écoute-moi bien. Tu as un talent évident, Brut. Je suis prêt à t'aider. Mais pas n'importe comment. Je veux qu'on le fasse proprement, efficacement. Je peux te faire jouer lors de mes événements. Je peux t'entourer de professionnels, te donner une visibilité qu'aucun conservatoire ne pourra jamais t'offrir. En échange, tu restes ici. Tu joues exclusivement pour mes invités, dans mes salons, selon mes conditions. » Il se redressa comme s'il venait d'annoncer une offre exceptionnelle. « Je t'offre une chance inespérée, Claire. Ton nom sera associé au mien. Tu auras un cachet, des heures dédiées à la musique, du matériel. Tu pourrais même arrêter le ménage. Ce serait une forme de promotion. » Le silence qui suivit était lourd, presque brutal. Claire le regarda, cette fois sans baisser les yeux. Elle comprenait parfaitement ce qu'il disait, et surtout ce qu'il ne disait pas. « Je vous remercie pour votre proposition, monsieur Leclerc, » dit-elle d'une voix calme. « Mais je ne souhaite pas devenir un objet de divertissement. Encore moins dans une cage dorée. » Armand resta interdit une seconde, puis il rit un peu trop fort. « Tu crois que tu vas pouvoir décider toute seule ? Tu joues une fois devant quelques invités et tu penses que tu peux refuser ce que je t'offre ?» Il s'approcha, sa voix plus sèche. « Fais attention à ne pas mordre la main qui te nourrit. Tu n'as pas de diplôme, pas de réseau. Sans moi, tu redeviens ce que tu as toujours été, une invisible. Tu crois que le moine va te prendre sous son aile comme ça ? Il en a vu des dizaines comme toi. Tu es une distraction passagère pour lui. Pour moi, tu pourrais devenir plus. » Claire sentait une boule se former dans sa gorge, mais elle la repoussa. « Je ne vous dois rien. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Ce que j'ai fait hier, je ne l'ai pas fait pour vous ni pour votre salon. Tu es viré. » Il avait craché les mots comme un réflexe. Pas une menace calculée. Une pure réaction d'orgueil blessé. « Très bien, » répondit-elle simplement, sans trembler. Elle quitta le bureau, laissant derrière elle un homme furieux,
rongé par un mélange d'incompréhension et de colère. Il n'avait pas prévu qu'elle refuse. Il n'avait pas pensé qu'elle puisse avoir cette dignité froide, cette force tranquille. Il croyait que la peur de tout perdre la ferait plier. Mais Claire ne retourna pas chez elle tout de suite. Avant de partir, elle s'arrêta dans la loge où elle avait laissé ses affaires. Elle vida son casier, mit ses effets personnels dans un sac. Aucun adieu. Elle ne croisa que quelques collègues, étonnés de la voir partir à cette heure. Elle ne dit rien. Pas de lamentation, pas de drame. Elle traversa le portail du manoir sans un mot, avec ce sentiment étrange d'avoir coupé un lien toxique, même si cela signifiait plonger dans l'incertitude. Lorsqu'elle rentra dans son modeste appartement du 14e arrondissement, une surprise l'attendait. Marc Lemoine était là, assis sur les marches de l'immeuble, un manteau épais sur les genoux, les yeux tournés vers le ciel gris de Paris. Lorsqu'il la vit, il se leva immédiatement. « Je suis désolé de venir comme ça, sans prévenir, mais je voulais te parler. » Claire hésita, mais elle ouvrit la porte de l'immeuble. « Je vous écoute. »« Pas ici, » dit-il. « Juste quelques minutes dans un endroit calme. Un café, peut-être ?» Elle hocha la tête. Quelques minutes plus tard, ils étaient installés dans un petit café de quartier. Claire gardait les bras croisés, méfiante. Elle ne voulait pas de promesses. Marc le savait. « Je ne suis pas là pour te vendre un rêve, je ne suis pas Armand. Je n'ai rien à gagner si tu refuses. Mais je te propose quelque chose de concret. Un test au conservatoire d'Hydro. Ils acceptent chaque année 1 ou 2 candidats atypiques qui sortent du parcours classique. Tu pourrais avoir ta chance. Ce ne sera pas facile, mais c'est réel. Si tu veux essayer, je peux te recommander. » Claire le fixa longuement. Elle n'avait jamais pensé à cette possibilité. Elle n'avait jamais cru qu'un jour elle aurait une ouverture pareille, mais cette ouverture venait au pire moment, sans emploi, sans sécurité. Et pourtant, dans les yeux de Marc, elle ne voyait ni intérêt caché ni pression, juste une certitude. Elle ne répondit pas tout de suite. Mais une chose était déjà claire, elle n'était plus sous le contrôle de personne. Les jours qui suivirent furent une descente abrupte dans la réalité. Perdre son emploi, aussi insupportable que l'environnement fût devenu, n'avait rien de libérateur à court terme. Claire, désormais sans ressources stables, devait faire face à des besoins concrets. Le loyer, l'électricité, la nourriture. Paris n'attendait pas, et la ville n'avait aucune pitié pour ceux qui glissaient dans l'ombre sans prévenir. Elle se leva tôt, comme toujours, mais cette fois sans destination. Elle s'assit dans sa cuisine silencieuse, regarda les chiffres sur les papiers empilés sur la table et sentit un froid intérieur plus mordant que l'hiver derrière les vitres. Pourtant, elle n'avait pas cédé à la panique. Chaque matin, elle faisait une liste. Des petits boulots possibles, des coups de téléphone à passer, des agences à contacter. Elle se présenta dans une maison de retraite pour proposer ses services comme auxiliaire de vie. On lui proposa quelques heures, non déclarées. Elle accepta sans discuter. Un jour plus tard, elle trouva un autre emploi comme garde d'enfants, 3 soirs par semaine. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. La fatigue physique, elle connaissait. L'incertitude, en revanche, était une compagne plus insidieuse. Malgré cela, elle n'oublia pas la carte de Marc Lemoine, toujours rangée dans un tiroir de la cuisine. Elle la sortit plusieurs fois, sans jamais composer le numéro. Elle doutait encore. La proposition était séduisante, mais elle avait trop appris à se méfier. Le conservatoire d'Hydro, même avec une politique d'ouverture à des profils non traditionnels, représentait un monde étranger. Elle imaginait déjà les regards, les sous-entendus, les jugements. Une femme de presque 40 ans, sans diplôme, sans soutien, qui se présente pour un test d'entrée. L'absurdité de l'image la faisait sourire, mais c'était un sourire dur, tendu. C'est une voisine qui provoqua un tournant. Madame Lefebvre, une veuve âgée du même immeuble, entendit un jour Claire fredonner un air en montant les escaliers. Curieuse, elle l'arrêta devant sa porte. « Tu as une voix qui tient droit, Claire. Tu joues aussi, n'est-ce pas ?» Je me suis toujours demandé d'où venait cette musique qu'on entend la nuit, très doucement. Claire hésita. Puis, sans comprendre pourquoi, elle répondit oui. Et dans les jours suivants, elle raconta à Madame Lefebvre l'histoire du piano du manoir, du soir où tout avait changé. La vieille femme l'écouta sans l'interrompre, les mains jointes, les yeux plissés par la tension. « Il faut que tu continues. J'ai un vieux piano droit, il ne vaut plus grand-chose, mais il fonctionne. Il est à toi si tu veux t'en servir. » Claire refusa d'abord, par politesse, par pudeur, mais Madame Lefebvre insista. Et une semaine plus tard,
Claire descendait chaque jour 2 étages pour venir s'asseoir devant le piano à la laquée cahier. Elle s'exerçait en silence, souvent avec des écouteurs sur les oreilles, pour suivre des vidéos d'exercices ou relire des partitions qu'elle avait copiées à la main dans un carnet usé. Elle jouait parfois tard dans la nuit, après ses heures de travail, après avoir mis les enfants au lit ou aidé une vieille dame à s'endormir. Ses mains, endolories par les tâches domestiques, retrouvaient peu à peu une agilité perdue. Un jour, elle composa une courte pièce de mémoire, un enchaînement simple de notes qui lui ressemblait. Elle n'osa pas l'enregistrer. Ce n'était pas le moment. Pas encore. Finalement, poussée par une voix intérieure qu'elle n'avait plus écoutée depuis des années, Claire prit la carte de Marc et composa son numéro. Il décrocha au bout de 3 tonalités, comme s'il attendait cet appel depuis le jour où il avait laissé sa carte. Elle n'eut pas besoin de dire grand-chose. « J'accepte de passer l'audition. » La réaction de Marc fut brève mais chaleureuse. Il lui transmit les coordonnées, la date, les conditions. Le conservatoire d'Hydro acceptait un petit groupe de candidats hors parcours 1 fois par an. L'audition était en 3 étapes. Une performance libre, une courte improvisation et une discussion avec les membres du jury sur le parcours du candidat. Elle avait 15 jours pour se préparer. Claire n'avait ni professeur ni accompagnement. Elle n'avait que ses nuits, son vieux carnet, le piano prêté par Madame Lefebvre et une volonté tendue comme une corde. Elle organisa ses journées comme un emploi à part entière. Travaux le matin, répétitions l'après-midi, autres tâches le soir. Elle réduisit ses heures de sommeil à 4 par nuit. Elle perdit un peu de poids. Ses traits devinrent plus secs, mais son regard, lui, devint plus net. Marc passait parfois, en toute discrétion. Il n'imposait rien, ne commentait pas ses progrès. Il l'écoutait simplement. Un jour, il lui glissa un livre de partitions anciennes, sans explication. Elle le lut en silence. Il ne parlait que de musique, rien d'autre. Mais dans l'ombre, Armand Leclerc n'avait pas disparu. L'humiliation qu'il avait ressentie s'était transformée en agacement persistant, puis en décision stratégique. Il avait ses entrées dans les milieux culturels. Il savait qui finançait quoi, qui parlait à qui. Et surtout, il savait comment bloquer un nom avant qu'il n'existe. Il fit quelques appels, subtilement. Une insinuation ici, une mise en garde là. Pas d'accusation frontale, mais assez pour faire naître le doute. Claire ne le sut pas immédiatement, mais elle en sentit les effets. Certaines agences de musique qui avaient d'abord répondu positivement à ses demandes de cours la rappelèrent pour annuler sans explication. Une petite salle où elle pensait faire une répétition refusa soudainement de la recevoir. Une connaissance lui dit qu'elle était mal vue par certains acteurs du secteur, sans plus de détails. Et puis, 2 jours avant l'audition, une ancienne collègue la croisa dans la rue. Elle lui lança un regard mêlé de pitié et de gêne. « Tu sais que M. Leclerc raconte à qui veut l'entendre que c'est lui qui t'a découverte, que tu étais perdue avant qu'il te donne ta chance ?» Claire n'eut aucune réaction, mais au fond d'elle, une colère froide se forma, non pas contre le fait qu'on parlait d'elle, mais contre cette tentative d'annexion de son histoire. Ce qu'elle avait arraché au silence, Armand tentait de le transformer en un trophée personnel. Malgré cela, elle ne recula pas. Le matin de l'audition, elle se leva à 5 heures. Elle s'habilla simplement, s'attacha les cheveux, but un café sans sucre. Elle prit le métro silencieuse parmi les travailleurs et les étudiants. En descendant à la station proche du conservatoire, elle sentit ses jambes faiblir légèrement. Mais elle ne s'arrêta pas. Devant le bâtiment ancien, aux murs épais et à l'entrée solennelle, elle inspira profondément. Elle n'avait rien d'une candidate classique. Elle n'avait pas le langage des musiciens de formation. Elle n'avait pas les bons contacts. Elle n'avait que sa musique et sa décision de la jouer. Et c'était suffisant. Le hall du conservatoire d'Hydro exhalait un mélange d'ancien et de rigueur. Le sol en marbre, usé par les générations de musiciens passés avant elle, résonnait à chaque pas comme un rappel de l'exigence du lieu. Les murs étaient couverts de portraits de professeurs illustres, les bustes de compositeurs jalonnèrent les couloirs, et l'odeur de bois verni et de partitions anciennes emplissait l'air. Claire Dubois, droite, vêtue sobrement, s'avança vers le comptoir d'accueil. Elle donna son nom d'une voix calme, sans tremblement, bien qu'en elle-même, chaque battement de cœur semblait plus fort que le précédent. Elle fut dirigée vers une salle au fond d'un couloir. D'autres candidats attendaient déjà, chacun plongé dans ses partitions.
certains révisant à voix basse, d'autres les yeux fermés, visualisant leur passage. Claire se sentit immédiatement étrangère à cette atmosphère. Ils étaient jeunes, pour la plupart. Certains accompagnés de parents, d'amis ou de professeurs. Elle seule, sans partition visible, sans guide à ses côtés. Pourtant, elle ne recula pas. Quand son nom fut appelé, elle entra dans une pièce sobre, mais imposante. Au fond, un piano à queue noire. 3 membres du jury, 2 hommes et une femme, siégeaient derrière une table couverte de dossiers. L'un d'eux leva les yeux. « Claire Dubois ?» Elle acquiesça. « Vous avez choisi de commencer par une interprétation libre, c'est bien cela ?» Elle confirma. Pas un mot de plus. Elle s'installa devant l'instrument, posa ses mains sur le clavier et attendit quelques secondes, comme pour s'assurer du silence. Puis elle joua. Ce qu'elle livra aux membres du jury n'avait pas de titre. C'était une composition personnelle, née de ses nuits passées chez Madame Lefebvre sur un piano fatigué. Une pièce qui, sans emphase, évoquait les couloirs nettoyés à l'aube, les matins glacés passés à courir entre 2 boulots, les regards ignorants croisés pendant des années, et cette unique soirée où, pour la première fois, elle avait osé exister devant des inconnus. Chaque note était une page de sa vie. Elle ne cherchait pas à impressionner, elle exposait. À la fin, un court silence suivit. Les 3 jurés échangèrent un regard bref. Puis, on lui demanda une improvisation. Elle accepta. Elle regarda la jurée, qui tira au sort un thème. Mélancolie urbaine. Claire sourit intérieurement. Sans le savoir, il lui avait demandé de jouer ce qu'elle vivait tous les jours. Elle improvisa sans réfléchir, avec une fluidité presque naturelle. Quand elle s'arrêta, le jury nota puis l'invita à s'asseoir. La discussion fut directe. On lui posa des questions sur sa formation, aucune officielle. Sur ses influences, des compositeurs classiques entendus à la radio, quelques livres empruntés dans des bibliothèques publiques. Sur sa pratique, nocturne, irrégulière, souvent clandestine. À mesure qu'elle répondait, le ton du jury changeait, moins formel, plus attentif. Il comprenait qu'il n'avait pas affaire à une candidate conventionnelle. L'un des jurés, un homme au crâne rasé et à la voix posée, dit enfin « Votre niveau technique est certes irrégulier par endroits, mais votre oreille, votre sens de la narration musicale et votre capacité d'expression émotionnelle sont indéniables. » Une autre ajouta « Ce que vous présentez est brut mais sincère. Il est rare que cela vienne aussi fort sans encadrement. Vous avez une voix. Reste à savoir si vous pouvez l'affiner, la développer, l'inscrire dans un parcours exigeant. » Claire ne répondit rien. Elle avait dit tout ce qu'il y avait à dire avec ses mains. On lui annonça que les résultats seraient communiqués dans 15 jours. Elle remercia, sortit et marcha jusqu'à la station de métro. Dans le wagon, elle regardait son reflet dans la vitre, l'esprit vide. Elle n'avait pas d'illusion. Elle avait tout donné. Et c'était à eux, maintenant, de décider. Les jours suivants furent une épreuve de patience. Elle continua ses petits boulots, ses visites chez Madame Lefebvre, ses répétitions silencieuses. Elle évita d'en parler. Même Marc, qui lui rendit visite un soir, sentit qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Elle vivait suspendue à cette attente. Les gens autour d'elle n'avaient aucune idée de ce qu'elle traversait. Le monde extérieur restait indifférent à son combat intérieur. Puis un matin, une lettre arriva. Papier sobre, en tête du conservatoire d'Hydro. Elle la tint longtemps dans ses mains avant de l'ouvrir. Elle la lut d'un trait. Claire ne fut pas acceptée. Le motif était clair. Malgré ses qualités musicales, le jury avait décidé de privilégier d'autres profils. Le courrier, poli, évoquait une sélection difficile, un nombre de places réduit et un haut niveau général. Aucune critique directe, aucune fausse promesse. Elle s'assit sur le bord du lit, la lettre entre les doigts. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle sentit simplement un vide, comme si, après avoir tout risqué, on lui avait rappelé qu'elle n'appartenait pas à ce monde. Une frontière invisible, infranchissable, venait d'être confirmée. Marc passa ce jour-là. Elle lui montra la lettre, sans rien dire. Il la lut, reposa l'enveloppe sur la table, puis la regarda. « Je suis désolé, Claire, tu le méritais. » Elle hocha la tête, mais dans sa voix, il n'y avait ni colère ni plainte. « Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de place. Et je n'en ai pas trouvé une là-bas. » Les jours suivants furent gris. Elle continua à travailler, mais avec une lassitude nouvelle. Elle jouait moins. Le piano restait silencieux. Madame Lefebvre tenta bien quelques mots d'encouragement,
Mais Claire ne répondait que par des sourires mécaniques. Elle n'avait pas abandonné, mais elle avait été blessée dans un endroit difficile à atteindre. Et pourtant, la vie, sans prévenir, lui fit un signe inattendu. Une semaine après la lettre, un homme frappa à sa porte. Il se présenta comme un professeur du conservatoire d'Hydro, membre du jury. Il avait été marqué par sa prestation et même si elle n'avait pas été retenue officiellement, il souhaitait lui proposer autre chose. Un programme parallèle, subventionné par une initiative gouvernementale. Un concert dédié aux musiciens autodidactes, prévu dans 3 mois, dans une salle publique de la ville. Une plateforme pour ceux qui n'avaient pas les moyens traditionnels, mais qui avaient quelque chose à dire. Les artistes y seraient encadrés, accompagnés, mis en valeur. Il lui tendit un dossier. Claire resta figée. Elle ne comprenait pas tout de suite. Elle avait été refusée, mais cette main se tendait à elle quand même. Pas un lot de consolation, une porte latérale peut-être, mais une vraie porte. Elle remercia. Le professeur partit. Elle resta là, le dossier sur les genoux, et pendant qu'elle lisait les premières lignes, une pensée la traversa. Peut-être que la reconnaissance ne passe pas toujours par l'entrée principale. Peut-être qu'il y a des chemins faits pour ceux qui n'ont jamais été attendus nulle part. Mais au même moment, dans un bureau cossu du 8e arrondissement, Armand Leclerc prenait connaissance du projet. Et il n'avait pas dit son dernier mot. Le jour où Claire signa les papiers du projet gouvernemental fut marqué par une simplicité presque déroutante. Aucun cérémonial, aucune annonce solennelle, juste quelques documents, une poignée de main et l'échange d'un regard sincère avec le professeur du conservatoire. Ce projet, organisé par le ministère de la Culture en partenariat avec plusieurs institutions musicales indépendantes, visait à donner une scène à des talents non conventionnels, ignorés par les circuits habituels. Pour Claire, ce n'était pas une revanche. C'était un prolongement, une manière de continuer d'exister en musique, même sans diplôme, sans titre, sans aval officiel. L'idée d'un concert collectif où elle ne serait pas seule à porter le poids des attentes lui apporta un certain soulagement. Le programme prévoyait 3 mois de préparation, incluant des séances de travail avec un accompagnateur professionnel, un accès à une salle d'entraînement et surtout, la liberté de choisir son propre répertoire. Ce n'était pas un concours, ni un tremplin commercial. C'était un espace de visibilité et de respect. Pour une fois, on ne lui demandait pas de changer pour plaire, mais de jouer comme elle était. Marc, en apprenant la nouvelle, se contenta d'un hochement de tête et d'un sourire discret. Il l'accompagna dans les démarches logistiques, sans jamais se substituer à elle. Il comprenait que Claire devait mener cette phase seule, sans qu'on lui donne l'impression d'être guidée ou façonnée. Ce respect mutuel, silencieux, créait entre eux une sorte d'alliance non dite, une confiance qui n'avait pas besoin de serment. Pendant les premières semaines, Claire s'investit pleinement dans la préparation. Elle réorganisa son emploi du temps, réduisant certaines heures de travail pour pouvoir se consacrer à la musique. Elle continua à utiliser le piano de Madame Lefebvre, mais profita aussi, pour la première fois, d'un véritable studio de répétition mis à disposition par l'organisation du projet. Là, elle découvrit des instruments parfaitement accordés, des bancs ergonomiques, une acoustique professionnelle. Cela n'avait rien à voir avec le piano discret du salon Leclerc ou le meuble désaccordé du 4e étage. Jouer dans ces conditions fut une révélation technique, mais aussi émotionnelle. Elle pouvait enfin entendre chaque nuance de son jeu, corriger ses défauts et pousser ses compositions plus loin. Elle fit la connaissance des autres participants au projet. Un jeune homme de Marseille qui avait appris le violoncelle seul, une choriste de banlieue parisienne qui n'avait jamais pris de cours formels, un guitariste autodidacte, originaire d'un petit village des Pyrénées. Tous avaient une histoire, un parcours atypique, des raisons personnelles d'avoir continué la musique malgré tout. Rapidement, une atmosphère de respect se créa. Pas de compétition, pas de hiérarchie. Chacun travaillait, échangeait, partageait, parfois en silence, parfois autour d'un café, le soir, après les répétitions. Claire choisit de présenter une pièce originale, celle qu'elle avait commencé à composer chez Madame Lefebvre, mais qu'elle n'avait jamais finalisée. Elle la retravailla, ajouta une introduction plus lente, allongea un motif central, coupa une partie trop répétitive. Elle baptisa la pièce Traversée, en pensant à ces années où elle avait traversé sa vie en se tenant sur le bord, sans jamais vraiment entrer dans le cadre. Ce morceau, c'était sa propre traversée.
d'un monde où elle était invisible à un autre où elle devenait audible. Mais alors que tout semblait enfin s'aligner, Armand Leclerc réapparut. Il avait suivi l'évolution de Claire en silence, grâce à ses contacts dans l'administration culturelle. Le nom de Claire Dubois figurant sur la liste des artistes invités à ce projet avait attiré son attention. Loin de se résigner, il décida de se réinsérer dans le récit de son ascension. Il ne supportait pas l'idée qu'elle réussisse sans lui, qu'elle soit applaudie en oubliant qu'elle venait de chez lui. Son obsession du contrôle reprit le dessus. Il contacta directement l'un des sponsors du projet, une entreprise de luxe avec laquelle il avait déjà collaboré, et proposa un financement partiel sous une seule condition, qu'il soit reconnu publiquement comme l'initiateur du parcours de Claire. Dans les jours suivants, les organisateurs du concert reçurent l'offre, alléchante sur le plan financier. Le nom d'Armand, placé en tant que partenaire culturel, leur assurerait non seulement un appui économique, mais aussi une visibilité médiatique accrue. Certains membres de l'équipe, séduits par les avantages, commencèrent à discuter sérieusement de l'inclusion de son nom dans les supports de communication. Lorsque Claire fut mise au courant, elle resta un long moment sans parler. On lui expliqua que cela n'impliquait aucun changement dans sa prestation. Armand ne parlerait pas, n'interviendrait pas, ne serait même pas présent officiellement. Mais son nom apparaîtrait en bas du programme, et un communiqué de presse évoquerait son rôle dans la découverte du talent. Cette simple idée suffit à raviver en Claire une ancienne douleur. Elle revit les yeux moqueurs d'Armand, ce soir où il l'avait poussé vers le piano comme on envoie un pantin au centre d'une scène. Elle repensa à l'intonation de sa voix, au mépris déguisé en flatterie, à la manière dont il avait tenté de la faire taire par l'intimidation. Et maintenant, il voulait l'acheter à distance, revendiquer une fierté dont il avait été la première entrave. Elle refusa net. Sa décision provoqua un débat houleux parmi les organisateurs. Certains tentèrent de la convaincre, arguant qu'il ne s'agissait que d'un nom, que cela n'affecterait pas sa performance. Elle répliqua calmement que sa musique ne serait jamais le prolongement de cette humiliation. Elle n'avait pas franchi toutes ces étapes pour redevenir un objet dans une autre vitrine. Elle alla jusqu'à menacer de se retirer si le nom d'Armand apparaissait sur quoi que ce soit. Elle préférait renoncer à la scène plutôt que de céder à cette main invisible qui voulait réécrire son histoire. Face à sa fermeté, les responsables du projet reculèrent. Le sponsor se retira. Une perte budgétaire fut annoncée, mais d'autres mécènes, sensibles à l'authenticité du projet, comblèrent partiellement le manque. Le concert aurait lieu sans le nom d'Armand. Et Claire, plus que jamais, serait maîtresse de son propre récit. Elle rentra chez elle ce soir-là, épuisée mais droite. Elle s'assit au piano, ferma les yeux et reprit les premières notes de traversée. Cette fois, elle savait que chaque son porterait une vérité qu'aucune signature en bas de page ne pourrait jamais voler. À mesure que le concert approchait, le rythme s'intensifiait. Les répétitions se succédaient, les balances sonores se faisaient plus précises, et chaque participant peaufinait les derniers détails de sa prestation. Claire, concentrée, poursuivait son travail sur traversée, ajoutant quelques inflexions à la structure, ajustant les nuances, modifiant subtilement les temps pour souligner certains motifs. Ce n'était plus seulement une pièce personnelle, c'était devenu une déclaration, un acte de présence. Elle n'avait rien à vendre, mais tout à montrer. Les autres musiciens, d'abord réservés devant son style atypique, avaient fini par la respecter profondément. Certains venaient l'écouter en silence, simplement pour ressentir ce qu'elle construisait dans ses silences et ses ruptures. La salle choisie pour le concert était un théâtre municipal, sobre mais élégant, situé dans le 11e arrondissement. 500 places, une scène large, un piano Steinway en parfait état installé dès la première semaine. Pour Claire, ce cadre représentait un sommet qu'elle n'avait jamais imaginé atteindre. Pourtant, à aucun moment elle ne laissa l'excitation l'envahir. Elle restait ancrée dans son travail. Pas de grands discours, pas d'effusion. Elle connaissait trop bien la fragilité des choses pour se laisser distraire par des projections. Mais alors que tout semblait enfin se stabiliser, une nouvelle tentative d'Armand Leclerc vint raviver une plaie plus ancienne que Claire ne voulait plus toucher. Après l'échec de sa proposition de mécénat, Armand, furieux de n'avoir pu s'imposer, décida de jouer sur un autre terrain. Il savait que pour des gens comme Claire, l'histoire personnelle pouvait être une arme à double tranchant. Il engagea un journaliste qu'il avait déjà utilisé par le passé pour des campagnes d'influence discrètes. Il lui demanda de s'intéresser à la vie de Claire Dubois,
sous prétexte d'un portrait humain sur les artistes émergents issus de milieux modestes. En réalité, il cherchait à reprendre le contrôle du récit. Si elle refusait de l'associer publiquement à sa trajectoire, alors il userait d'une autre stratégie, évoquer son passé et réécrire la genèse de son parcours en l'enveloppant de demi-vérités. Claire apprit la chose par une ancienne connaissance, une femme qu'elle avait côtoyée dans une association culturelle des quartiers sud. Elle la contacta, inquiète, après avoir été approchée par ce journaliste cherchant à vérifier certains épisodes de jeunesse, notamment la période durant laquelle Claire avait abandonné le piano. Ce fut un choc. La vieille douleur enfouie revint à la surface avec une brutalité froide. Elle se souvint d'abord de sa mère. Femme fière, employée de maison toute sa vie, elle avait élevé Claire seule après le départ d'un père qu'elle n'avait que très peu connu. Elles avaient vécu dans un 2 pièces exigu à Montrouge, dans un immeuble social où les murs semblaient plus épais que les espoirs qu'on y abritait. Sa mère avait travaillé pendant plus de 15 ans chez une famille bourgeoise du 16e arrondissement. Une femme discrète, réservée, toujours en avance, toujours impeccable. Jusqu'au jour où elle avait été accusée à tort d'avoir cassé un vase de grande valeur, alors qu'elle avait seulement essayé d'éviter qu'un enfant de la maison ne le renverse. L'incident, mineur, avait été grossi, puis transformé en prétexte. Elle fut congédiée sans indemnité, sans lettre de recommandation, sans même une explication digne. Claire, adolescente à l'époque, avait assisté à cette injustice sans pouvoir la nommer. Elle avait vu sa mère rentrer ce soir-là, le regard perdu, les mains vides. Ce licenciement brutal avait brisé quelque chose. Ce fut à cette époque qu'elle abandonna ses cours de piano, incapable de justifier le coup, mais surtout dégoûtée de ce monde qui pouvait renvoyer une femme sans défense d'un simple claquement de doigts. Cette blessure n'avait jamais vraiment cicatrisé. Elle avait grandi avec une peur silencieuse, celle de se retrouver un jour à la merci d'un pouvoir aussi arbitraire. Et voilà qu'aujourd'hui, ce pouvoir revenait, dans le visage d'un homme différent mais animé par la même logique, celle de l'appropriation, de la domination symbolique. Armand voulait, encore et toujours, se positionner comme l'origine de ce qu'elle était devenue. Il refusait de comprendre qu'il n'avait été qu'un obstacle de plus à surmonter. Marc, mis au courant de la manœuvre, lui proposa une réaction publique, une mise au point. Il connaissait des journalistes sérieux, capables de publier une tribune, ou au moins un article qui remettrait les faits à leur place. Mais Claire refusa. Elle ne voulait pas faire partie de ce jeu médiatique. Elle n'avait pas besoin de justifier sa vie dans les journaux. Elle n'avait jamais rien demandé à personne, et elle n'allait pas commencer maintenant à plaider sa cause auprès du grand public. En revanche, elle fit quelque chose d'autre. Elle réécrivit une partie de Traversée. Elle ajouta un mouvement plus sombre au début, des accords plus durs, plus tendus, un motif saccadé, presque dissonant. Puis, progressivement, elle fit glisser la pièce vers un apaisement lent, construit, volontaire. Cette transition devint l'élément central du morceau. Elle ne voulait pas gommer le passé, elle voulait l'intégrer, le transformer en force. Ce n'était pas une revanche, c'était une réappropriation. Et cette fois, ce serait en musique qu'elle répondrait. Le jour du concert approchait. Les affiches avaient été imprimées, les invitations distribuées. Les participants, nerveux, vérifiaient les dernières consignes. Claire, de son côté, restait silencieuse. Elle répétait chaque soir seule dans la salle vide, bien après que les autres soient partis. Elle cherchait l'équilibre parfait entre maîtrise et lâcher-prise. Elle ne voulait pas simplement être touchante. Elle voulait être solide, inattaquable, complète. Quelques jours avant l'événement, elle reçut un courrier sans nom d'expéditeur. À l'intérieur, un article non publié avec en haut de la page « Enquête, Claire Dubois, la pianiste à l'histoire troublante ». C'était l'œuvre du journaliste qu'Armand avait mandaté. Elle lut chaque ligne avec calme. Tout était biaisé. Certaines anecdotes étaient vraies, mais sorties de leur contexte. D'autres, purement inventées. Le tout construit pour faire d'elle une figure pittoresque, mise en scène comme un produit brut, révélé par la générosité d'un mécène moderne. Armand était cité comme le premier à lui avoir donné une chance. Elle plia la feuille, la rangea dans une enveloppe, puis la jeta dans la boîte aux lettres de son quartier dédié au recyclage. Ce texte n'existerait pas. Claire n'écrirait pas de réponse. Elle ne se défendrait pas par les mots. Elle n'avait pas besoin de validation extérieure.
encore moins de réparation publique. Elle préparait son silence. Mais cette fois, ce silence aurait un son. Le théâtre municipal, habituellement discret dans le paysage culturel parisien, connut ce soir-là une effervescence inhabituelle. La façade illuminée, les portes vitrées grandes ouvertes, un personnel attentif qui guidait les arrivants avec soin. Dans le hall, une table présentait les programmes du concert avec la liste des participants. Claire Dubois figurait parmi eux, sans titre honorifique, sans biographie longue, simplement nommée comme compositrice et pianiste autodidacte. Ce choix délibéré, accepté par l'équipe organisatrice, correspondait à la volonté de Claire de ne pas être réduite à un passé ni élevée par une fausse légende. Elle voulait être vue pour ce qu'elle allait jouer, rien de plus. Dans les coulisses, l'ambiance était concentrée. Les musiciens se saluaient brièvement, certains relisant encore des notes, d'autres répétant à voix basse les passages qui les mettaient en difficulté. Claire, elle, ne parlait pas. Assise sur une chaise en bois, les mains posées à plat sur ses genoux, elle gardait les yeux ouverts, fixant un point invisible devant elle. Son cœur battait à un rythme précis, non pas de panique, mais de tension contenue. Elle n'avait pas peur de jouer. Elle avait peur de ce que ce moment allait signifier. Elle avait passé des mois à travailler pour ce soir, et maintenant que tout était prêt, elle se sentait brutalement étrangère à ce décor. Les murs noirs des coulisses, les lumières rasantes, les voix basses échappées des techniciens, tout lui semblait lointain. Elle se demandait ce qu'elle faisait là, si elle appartenait vraiment à cet espace, si son piano avait sa place entre les prestations d'un violoncelliste primé et d'un groupe de jazz expérimental. Une jeune pianiste maquillée avec soin passa près d'elle et s'arrêta un instant. Elle la regarda de haut en bas, esquissa un sourire froid, puis dit « Tu es celle qui jouait dans une maison bourgeoise, c'est ça ? C'est marrant, on dirait un film. La femme de ménage qui devient artiste. Mais bon, entre le ménage et le clavier, il faut savoir choisir. Et ici, on n'est pas là pour faire dans l'émotion facile. » Claire ne répondit rien. Elle la regarda simplement, le visage impassible. Ce genre de remarque n'était pas nouveau. La condescendance déguisée, l'ironie polie, elle les connaissait trop bien. L'injure ne la toucha pas autant que ce qu'elle provoquait en elle, une réactivation brutale de ce sentiment d'illégitimité qu'elle combattait depuis toujours. Elle ferma les yeux, respira profondément et attendit son tour. Dans la salle, le public s'installait lentement. Des familles, des professionnels, des journalistes culturels, quelques influenceurs, des anonymes venus simplement découvrir. Marc était là, assis au 3e rang. Il avait choisi de ne pas aller en coulisses, respectant le besoin de solitude de Claire. Madame Lefebvre, quant à elle, était installée sur le côté, bien habillée pour l'occasion, un châle posé sur les épaules. Elle regardait la scène avec la fierté muette de ceux qui savent, sans le dire, qu'ils ont soutenu quelque chose d'important. Quand le présentateur annonça le nom de Claire, un silence respectueux s'installa. Quelques personnes applaudissaient déjà, sans la connaître, portées par la curiosité. Claire entra lentement sur scène. Elle ne regarda pas la salle. Elle alla droit vers le piano, s'installa, ajusta le siège, posa les mains. Puis, elle ferma les yeux. La première note résonna avec douceur, presque timide. Elle laissa l'écho se propager avant de continuer. Le début de traversée était désormais plus rude qu'avant, comme elle l'avait souhaité. Les premières mesures évoquaient les coups, les ruptures, les murs invisibles. Les dissonances introduites exprimaient les tensions, les confrontations, le mépris déguisé. Elle les jouait avec assurance, sans insister, mais sans les adoucir. Puis, peu à peu, le morceau s'ouvrit. Les harmonies devinrent plus larges, plus claires. Les transitions gagnèrent en fluidité. La musique ne racontait pas une ascension héroïque, ni un parcours extraordinaire. Elle racontait la continuité d'une femme qui, malgré les refus, les humiliations, les barrières sociales, n'avait jamais cessé de construire son langage. Chaque accord était une affirmation, chaque silence, un espace conquis. Dans le public, l'écoute était totale. Pas un chuchotement, pas un bruit de papier. Même les plus sceptiques, ceux qui étaient venus pour vérifier si la légende tenait debout, étaient saisis par l'intégrité du moment. Il n'y avait rien de spectaculaire dans ce qu'elle jouait, mais tout était juste, mesuré, équilibré et profondément humain. Quand le dernier accord retentit, il ne fut pas suivi immédiatement d'applaudissements.
Un court moment de flottement suspendit la salle. Puis les mains commencèrent à frapper, d'abord discrètement, puis de plus en plus fort. Certains se levèrent, pas tous, mais ceux qui le firent sans affectation. Marc restait assis, le regard fixé sur la scène. Il savait ce que cela lui avait coûté. Il savait aussi que la victoire n'était pas dans les applaudissements, mais dans le simple fait qu'elle était là, que sa voix avait été entendue. Claire se leva, fit un salut bref et sortit sans un mot. De retour en coulisses, elle croisa la même pianiste de tout à l'heure, qui cette fois détourna les yeux. Personne ne vint immédiatement la féliciter. Elle resta un moment seule, debout, les mains posées sur le rebord d'une table. Puis elle entendit des pas. C'était Marc. « Tu as tout dit, Claire ?» Elle ne répondit pas. Elle s'essuya simplement le front avec un mouchoir. Puis elle s'assit. Le concert continua. D'autres artistes montèrent sur scène. D'autres musiques s'élevèrent. Mais quelque chose avait été posé. Définitivement. Claire avait traversé. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour exister à sa manière, avec ses moyens, avec son langage. Elle n'avait plus besoin de justification. Ce qu'elle était, elle l'avait dit sans trembler. Et cela suffisait. Le lendemain du concert, Claire se réveilla plus tard que d'habitude. Son corps semblait réclamer un répit après des mois de tension. La lumière du matin entrait à travers les volets entrebâillés, et pour une fois, elle laissa le silence remplir la pièce sans s'en détourner. Ce n'était pas le silence des couloirs d'un manoir où elle effaçait sa trace. C'était celui d'un matin, après avoir pris la parole, dans son propre langage, devant des centaines de personnes. Elle n'avait pas encore lu les journaux, ni consulté son téléphone. Elle ne savait rien de ce que les autres avaient à penser, mais elle savait ce qu'elle avait fait. Et cela suffisait. C'est seulement vers 11 heures, lorsque Madame Lefebvre frappa doucement à sa porte, un journal à la main, que Claire comprit que quelque chose d'inattendu était en train de se produire. La vieille femme lui tendit la première page du Paris culturel, un hebdomadaire consacré à la scène artistique de la capitale. En bas, une photo en noir et blanc de Claire, les mains suspendues au-dessus du clavier, le regard concentré, prise pendant sa prestation de la veille. Le titre, en lettres nettes, « Claire Dubois, la musique des invisibles frappe Paris en plein cœur ». Elle resta un long moment immobile, puis elle lut l'article. Il ne s'agissait pas d'un texte sensationnaliste. Aucun mot sur son passé de femme de ménage, aucun récit dramatique tiré de son enfance. Juste une critique musicale détaillée, sobre, respectueuse. Le journaliste parlait de la composition traversée, comme d'une œuvre épurée, précise, émotionnellement tendue, sans jamais sombrer dans le pathos. Il saluait l'intelligence rythmique, le choix des ruptures et la cohérence narrative d'une musicienne qui ne cherche pas à séduire, mais à transmettre. Claire ne savait pas comment réagir. Elle remercia Madame Lefebvre, qui resta encore un peu pour bavarder, puis s'éclipsa, émue. 1 heure plus tard, Marc téléphona. Sa voix habituellement maîtrisée laissait transparaître un enthousiasme inhabituel. Il lui lut quelques extraits d'autres critiques, apparus dans des blogs spécialisés, sur les réseaux sociaux et même dans les colonnes numériques du Monde. Plusieurs articles évoquaient la prestation la plus marquante du concert. On la décrivait comme une figure de sincérité radicale, une présence rare, une évidence musicale surgie hors des cadres habituels. Mais ce fut une vidéo publiée par un spectateur anonyme qui fit tout basculer. Un enregistrement amateur pris depuis le balcon du théâtre montrait Claire jouant Traversée, avec le son légèrement saturé mais assez clair pour ressentir l'intensité de son interprétation. Le montage était brut, sans effet, sans filtre. La légende en dessous disait simplement « La pianiste inconnue qui a fait taire tout un théâtre ». La vidéo fut partagée par un compte influent dans le milieu artistique, puis relayée par une personnalité de la télévision et ensuite reprise sur plusieurs plateformes. En moins de 24 heures, elle comptait plus de 100 000 vues. En 2 jours, elle dépassait le 1 million. Ce que Claire avait évité toute sa vie, l'attention, les projecteurs, la reconnaissance publique, s'imposait à elle sans prévenir. Elle n'avait rien fait pour cela, n'avait contacté aucun média, n'avait sollicité aucune interview. Mais désormais, son nom circulait. Des courriels commencèrent à arriver. Des invitations à des émissions culturelles, des propositions de collaboration, des messages de jeunes musiciens se disant inspirés. Même des élèves de conservatoire lui écrivaient pour lui dire que sa prestation les avait bouleversés.
Marc tenta de la protéger du tumulte. Il filtra les demandes, proposa une organisation plus rigoureuse, insista pour qu'elle prenne le temps de réfléchir. Claire, fidèle à elle-même, refusa la plupart des propositions. Elle accepta toutefois une interview écrite, à condition qu'aucune question ne porte sur sa vie privée ou sur son ancien travail. Elle souhaitait que tout reste centré sur la musique, et cette exigence, contre toute attente, lui valut encore plus de respect. On la présenta comme une musicienne rigoureuse, réticente aux récits victimaires, qui imposait une autre manière de parler du talent et de l'émergence. Mais cet élan positif ne se limita pas au milieu culturel. Rapidement, les journalistes commencèrent à creuser l'histoire du concert. Ils découvrirent le retrait de l'un des sponsors, la tentative d'imposer le nom d'un mécène controversé, les pressions faites en coulisses pour contrôler le récit. Des articles plus fouillés firent surface, parlant des conditions d'organisation, des résistances internes, et surtout du refus de Claire d'associer sa performance à une quelconque récupération. Et alors, le nom d'Armand Leclerc fut cité, pas comme un bienfaiteur, pas comme un mécène, mais comme un homme d'influence ayant tenté d'utiliser une artiste contre son gré pour redorer son image. Une tribune, signée par plusieurs figures du monde culturel, dénonça publiquement la pratique consistant à revendiquer la réussite d'artistes issus de milieux populaires sans avoir jamais soutenu leur travail. On y citait Claire comme un exemple de résistance à ces méthodes. Armand tenta de se défendre, publiant un communiqué ambigu où il affirmait avoir toujours cru en son potentiel et lui avoir offert sa première scène. Mais cela ne prit pas. La vidéo de son intervention maladroite lors de la fête dans le manoir refit surface. Les rires, les moqueries, les regards condescendants, tout était enregistré. La scène, ressortie de l'oubli numérique, circula en parallèle de celle du concert. Le contraste frappa. D'un côté, l'humiliation publique. De l'autre, la reconnaissance artistique. L'opinion se retourna. Claire, elle, resta en retrait. Elle continuait de jouer, chaque soir, dans l'appartement silencieux. Elle accepta une proposition du ministère de la Culture, donner des ateliers dans des écoles de quartier populaires, pas pour inspirer, mais pour transmettre ce qu'elle savait. Elle expliquait les bases de l'harmonie, la logique interne des compositions, la liberté d'improviser à partir d'un simple motif. Elle parlait peu, écoutait beaucoup. Les élèves la respectaient sans qu'elle ait besoin de se faire remarquer. Elle devenait peu à peu une figure présente, discrète mais constante dans certains cercles. Son visage, désormais connu, apparaissait parfois sur des affiches, mais toujours dans un cadre choisi, mesuré. Elle refusait encore les grands plateaux, les festivals médiatisés, les invitations superficielles. Son téléphone sonnait souvent. Elle ne répondait que quand elle le décidait. Et pendant ce temps, une nouvelle invitation arrivait. Cette fois venue d'un grand festival international de musique contemporaine à Lyon. Un événement majeur, reconnu pour sa programmation audacieuse, sa capacité à réunir des musiciens de tous horizons. On lui proposait une place en tant qu'invité principal, aux côtés de compositeurs établis, de chefs d'orchestre et de figures montantes de la scène musicale européenne. Le message précisait « Vous n'êtes pas une exception. Vous êtes une voix que la musique attendait. » Claire mit 2 jours à répondre. Puis elle écrivit simplement « J'accepte ». Elle ne savait pas encore qui serait dans la salle ce jour-là, mais une chose était certaine. Cette fois, personne ne parlerait à sa place. L'invitation au Festival de musique contemporaine de Lyon avait tout d'une consécration. Mais Claire l'aborda comme elle l'avait fait pour toutes les étapes précédentes, avec réserve, rigueur et lucidité. Elle savait que le prestige du lieu, les projecteurs braqués sur les artistes et la présence de critiques internationaux faisaient de cet événement une vitrine convoitée, mais aussi une scène particulièrement exposée. Elle n'avait jamais aspiré à la célébrité, seulement à la légitimité. Elle ne voulait pas devenir une icône médiatique. Ce qu'elle cherchait, c'était d'exister dans le monde musical sans travestir son identité, sans entrer dans un récit arrangé à la convenance des attentes sociales. Le festival se tenait dans la grande salle de la Cité de la musique de Lyon, un espace réputé pour son acoustique parfaite, son architecture moderne et ses loges conçues pour le confort des artistes. Dès son arrivée, Claire fut reçue avec courtoisie, mais aussi avec une certaine curiosité. Les autres musiciens la reconnaissaient sans toujours oser l'approcher. Elle faisait partie de ces personnes que l'on identifie davantage par leurs actes
que par leur voix. On parlait d'elle comme d'un mystère devenu incontournable. Certains, dans les couloirs, évoquaient la résistance à l'industrie. D'autres la désignaient comme une force brute canalisée par le temps. Claire, fidèle à elle-même, ne s'engageait dans aucune conversation inutile. Elle passait de la salle de répétition à sa loge sans détour, concentrée sur la pièce qu'elle allait interpréter. Liberté intérieure, sa dernière composition. Cette œuvre, commencée quelques semaines plus tôt, n'était pas une suite de traversées, ni une réponse à ses expériences précédentes. C'était une œuvre différente, écrite dans une période de calme retrouvé. Elle y explorait une idée nouvelle, celle de ne plus se battre contre, mais de construire avec. Le morceau débutait par des motifs d'hésitation, des intervalles courts, des rythmes fragmentés, puis évoluait vers des structures larges, affirmées, presque lumineuses. L'écriture était plus épurée, mais techniquement plus exigeante. Chaque silence y avait une place déterminée. Chaque reprise était volontaire. Ce n'était pas une musique de revanche, ni une musique de confession. C'était une musique d'affirmation. Avant son passage, Claire fut invitée à assister à quelques concerts du festival. Elle accepta discrètement et s'installa toujours au fond de la salle, loin des places réservées. Elle écoutait avec attention les autres artistes, notamment ceux issus d'univers très éloignés du sien. Compositeurs électroniques, orchestres de chambre, expérimentation vocale. Elle ne se sentait pas en opposition avec eux. Au contraire, elle comprenait que sa place se définissait non par la différence, mais par la coexistence. Elle ne cherchait pas à représenter quoi que ce soit. Elle ne portait aucun drapeau. Elle était simplement une voix de plus dans la pluralité. Le jour de sa prestation, elle refusa les interviews prévues avant son entrée en scène. Elle demanda seulement à ce qu'un court texte soit inséré dans le programme. Cette œuvre est dédiée à toutes celles et ceux qu'on n'attendait pas. Rien de plus. Aucun mot sur son parcours, sur ses années de silence ou sur ses combats. Elle ne voulait pas d'introduction narrative, seulement la musique. Lorsque son nom fut prononcé, la salle se tut. Une partie du public l'applaudit avant même qu'elle n'apparaisse. D'autres restaient attentifs, curieux, méfiants parfois. Claire entra sur scène avec son calme habituel, ni sourire, ni effet. Une présence droite, discrète, mais ferme. Elle s'assit au piano, régla le banc, plaça ses mains, ferma les yeux. Puis elle joua. Liberté intérieure s'ouvrit sur une tension retenue, comme un dialogue entre deux parties d'elle-même. Les doigts glissaient sans précipitation, chaque note tombant avec une justesse chirurgicale. Très vite, une construction invisible prit forme. Ce n'était pas spectaculaire, mais c'était profond. On entendait la maîtrise, non pas comme une démonstration, mais comme une nécessité. Elle menait la pièce avec une rigueur absolue, sans laisser la moindre place à la distraction. Le crescendo, lorsqu'il arriva, fut d'une intensité inattendue. Il ne criait pas. Il imposait. Dans les derniers accords, la salle semblait suspendue. Il n'y avait plus que le son. Et ce qu'il laissait dans son sillage, un silence plein, habité, incontestable. L'ovation fut immédiate, mais Claire ne la chercha pas du regard. Elle se leva, fit un salut bref, puis quitta la scène sans attendre. Elle retourna dans sa loge, s'assit, et resta là un moment, les mains croisées. Elle savait que ce qui venait de se passer n'avait pas besoin d'être interprété. Ce qu'elle avait montré n'était pas un exploit, mais une vérité. Après la représentation, plusieurs artistes vinrent la voir, non pas pour flatter, mais pour échanger réellement. Un compositeur autrichien lui proposa une collaboration. Une pianiste coréenne lui demanda si elle acceptait de publier certaines de ses partitions. Un programmateur brésilien évoqua un projet de tournée en Amérique du Sud pour des artistes hors normes. Claire les écoutait, mais ne répondait jamais à chaud. Elle notait, posait des questions précises, prenait les coordonnées. Pas de promesses. Elle n'agissait jamais sous l'élan de l'enthousiasme. En marge du festival, elle participa aussi à un atelier avec de jeunes compositeurs. Elle ne donna pas de cours, mais proposa d'écouter leurs pièces. Elle prit des notes, fit des remarques sur la structure, l'équilibre, la répétition inutile. À la fin, l'un des jeunes lui demanda comment elle composait. Elle répondit simplement « Je pars de ce que je ne peux pas dire ». Cette phrase, reprise plus tard dans un article, devint emblématique de sa démarche. Marc, présent tout au long du festival, l'accompagnait à distance, toujours discret. Il ne cherchait pas à se faire remarquer, ne revendiquait rien. Il agissait comme un témoin bienveillant, attentif,
qui savait à quel point cette reconnaissance tardive n'était ni un aboutissement ni un miracle, mais le résultat d'un travail souterrain, long, souvent ingrat, parfois invisible. À son retour à Paris, Claire retrouva son appartement, ses ateliers avec les enfants, ses heures de composition nocturne. Elle ne changea rien à sa routine. Elle n'acheta pas de nouveaux vêtements, ne modifia pas son cercle. Mais désormais, elle recevait des manuscrits à lire, des partitions à commenter, des propositions concrètes. Son nom circulait dans les réseaux professionnels non plus comme une anomalie, mais comme une référence. Elle était sollicitée pour intégrer des jurys, encadrer des résidences d'artistes, composer pour des œuvres interdisciplinaires. Ce qui avait commencé dans le silence entre les murs d'un salon, où elle n'était qu'une ombre, s'était transformé en présence stable dans le paysage musical contemporain. Elle n'était plus une exception. Elle était une voix reconnue, écoutée, respectée. Et ce soir-là, dans la grande salle du festival, parmi les centaines de spectateurs, une silhouette familière, restée dans l'ombre, avait assisté à la scène sans un mot. Armand Leclerc, assis en fond de salle, n'avait rien dit. Il avait regardé. Écoutez. Et au moment où Claire jouait les dernières notes de Liberté intérieure, il avait fermé les yeux, non par émotion, mais peut-être par une reconnaissance silencieuse de ce qu'il n'avait jamais compris. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. Et il le savait. La grande salle de la Cité de la musique de Lyon avait retrouvé son calme. Les techniciens démontaient le matériel, les musiciens rassemblaient leurs partitions, les dernières conversations s'égrenaient dans les coulisses. La scène, quelques heures plus tôt vibrante de sons et de tensions, était désormais vide, son plancher marqué par les pas de ceux qui s'y étaient exprimés. Dans cette ambiance d'après-coup, où les émotions se déposent comme une fine poussière sur les épaules, Claire rangeait lentement ses affaires. Son sac, ses partitions à noter, son carnet noir où elle notait chaque modification apportée à ses pièces. Elle travaillait avec méthode, comme toujours, refusant de laisser l'euphorie altérer son regard sur ce qu'elle venait de vivre. Elle avait joué Liberté intérieure avec la plus grande précision. Ce n'était pas une improvisation, ni un élan incontrôlé. Chaque note, chaque silence avait été pensé, pesé, répété. Le résultat avait dépassé les attentes du public. Pourtant, ce n'était pas ce qui comptait. Ce qui importait, c'était qu'elle avait joué librement selon ses propres choix, sans interférence, sans concession. Ce qu'elle avait cherché toute sa vie, un espace pour exister en dehors des récits imposés, s'était enfin matérialisé. Dans un coin de la salle, assis seul, Armand Leclerc était resté en retrait. Il n'avait adressé la parole à personne. Aucun journaliste ne l'avait remarqué. Il n'avait pas été annoncé, ni même attendu. Sa présence n'avait rien d'un geste public. Il était venu silencieusement, peut-être dans l'espoir de comprendre, peut-être seulement pour assister à ce qu'il savait désormais inéluctable, le dépassement de son autorité. Il avait tout observé. L'arrivée de Claire sur scène, son calme, sa concentration. Il avait vu le public suspendu à chaque mouvement de ses mains. Il avait entendu cette composition qu'il ne connaissait pas, une œuvre construite sans lui, en dehors de lui, contre lui-même. Et quand la dernière note s'était tue, il n'avait pas applaudi. Il était resté assis, les yeux posés sur le clavier désormais muet, comme pour s'imprégner du fait irrévocable qu'il n'était plus rien dans cette histoire. Il se leva avant la fin des salutations. Il traversa la salle sans se faire remarquer, les épaules un peu plus basses, le pas lent. Il ne tenta pas d'entrer dans les coulisses, ne chercha pas à parler à Claire. Il sortit du théâtre par une porte latérale, marcha quelques mètres dans les rues calmes de Lyon, puis disparut dans la foule sans laisser de traces. Claire, elle, ne le vit pas. Mais lorsqu'elle rejoignit le hall pour remercier l'équipe, un membre du personnel technique, sans connaître l'importance du geste, lui glissa. Il y avait un homme dans le fond. Il s'est levé juste à la fin. Il vous regardait, comme s'il n'avait jamais vu ça avant. Claire ne répondit rien. Elle comprit sans demander. Ce silence-là, elle le reconnaissait. Ce n'était pas un hommage, c'était une reddition. De retour à Paris, elle reprit son rythme. Les sollicitations continuaient, nombreuses, mais elle les triait sans hâte, suivant ses propres critères. Elle acceptait les projets qui faisaient sens, refusait les vitrines sans contenu. Elle consacrait davantage de temps à l'enseignement, dans des centres culturels de quartier souvent délaissés. Elle y trouvait un équilibre. La transmission directe, l'échange simple, loin de l'obsession de performance. Elle n'enseignait pas la musique comme une discipline inaccessible. Elle la proposait comme une langue ouverte,
un outil d'expression à la portée de ceux qui n'ont jamais eu le droit de se raconter. Elle composa une nouvelle œuvre, plus courte, plus dépouillée, un enchaînement lent, presque minimaliste, qu'elle appela « Debout ». Elle la dédia à toutes les personnes qui, comme elle, avaient été jugées à travers leurs fonctions et non leurs capacités. Elle n'annonça pas la pièce dans les médias. Elle la joua simplement lors d'un petit concert dans une école, devant une cinquantaine de personnes, sans caméra, sans lumière spectaculaire. Le silence qui suivit fut plus fort que n'importe quelle ovation. Claire ne parlait jamais d'Armand. Lorsqu'on lui posait des questions sur ses débuts, elle répondait qu'elle avait toujours joué en secret jusqu'à ce que la musique devienne assez forte pour ne plus être ignorée. Elle n'effaçait rien, mais elle ne donnait à personne le droit de réécrire son histoire. Elle n'entretenait pas le mythe. Elle avançait ligne après ligne, œuvre après œuvre, avec une détermination paisible. Dans un entretien accordé à une revue spécialisée, on lui demanda ce qu'elle considérait comme sa plus grande victoire. Elle réfléchit un instant, puis dit « Ne plus avoir besoin de me justifier. Être là où je suis, parce que j'ai travaillé pour ça, sans demander la permission. » Ces mots furent repris, commentés, imprimés. Mais pour Claire, ils n'étaient pas destinés à faire effet. Ils résumaient simplement ce que des années de silence, de refus, d'effacement et de reconstruction lui avaient appris. Que la dignité ne se demande pas, elle se construit. Armand, de son côté, s'éloigna peu à peu des cercles culturels. Sa réputation, entamée par ses tentatives de manipulation, s'était ternie. Il conserva ses affaires, continua à fréquenter les milieux d'affaires, mais on ne le vit plus dans les loges, ni dans les tribunes. Il ne parla plus jamais de Claire. Il ne la diffama pas, ne chercha plus à l'associer à son nom. Il comprit, trop tard, que sa tentative de contrôle s'était retournée contre lui. Le silence qu'il adopta désormais n'était pas noble. Il était contraint, résigné. Et Claire, elle, continua. Non comme une exception, mais comme une artiste parmi d'autres. Elle ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Elle écrivait, jouait, transmettait. Elle avait trouvé sa place. Non dans la lumière des projecteurs, mais dans la continuité d'un engagement qu'elle n'avait jamais abandonné. La reconnaissance n'avait pas fait d'elle une autre personne. Elle avait seulement confirmé ce qu'elle savait depuis le début. Elle n'était plus invisible. Elle était, enfin, inoubliable.